Bonjour et bienvenue dans cette séance concernant les interventions impliquant des substances dangereuses. Aujourd'hui, nous allons voir les différents moyens de détection. Alors, dans notre service, il y a toute une série d'appareils différents, de marques, de formes, de types très variés. C'est très difficile de s'y retrouver. Le plus intéressant, plutôt que de voir un appareil vraiment en détail, le plus important, c'est de s'intéresser aux technologies qu'il y a derrière. Pourquoi? Parce que dans tous ces appareils, les technologies sont similaires. Et les technologies, c'est-à-dire la manière de détecter le produit, va nous aider à comprendre, évidemment, tout ce qu'il y a derrière. Donc, le but, c'est que si on comprend la technologie de détection, c'est qu'on puisse mieux choisir l'appareil de détection adapté, mais surtout qu'on connaisse les limites. Donc, qu'on sache ce qu'on mesure, si ce qu'on mesure déjà est fiable, et de savoir si c'est juste. Savoir si ce que vous lisez, comment vous pouvez l'interpréter. Il ne suffit pas d'avoir une valeur, il faut savoir, ok, qu'est-ce que ça veut dire, d'accord? Et tout ça, évidemment, dépend de la technologie de détection. Alors, évidemment, c'est tout de même important que vous connaissiez vos appareils, donc les appareils de vos véhicules, les appareils auxquels vous êtes confrontés tous les jours. Donc, les appareils que vous êtes susceptibles d'utiliser, je vous conseille de vraiment vous renseigner, de voir quel type de cellules il y a à l'intérieur, et du coup, de mieux comprendre ce qu'ils vont pouvoir vous indiquer ou non. Alors, on veut se protéger par rapport à 3 risques principaux. Le premier, ça va être l'explosion, donc ça va être de pouvoir détecter les substances inflammables. Ensuite, on va avoir le manque ou l'excès d'oxygène. Et enfin, la toxicité. Donc on va vouloir se protéger des substances toxiques, évidemment. Alors on va commencer par la technologie catalytique. Alors, la technologie catalytique, elle va nous servir à quoi? Elle va nous servir à nous protéger du risque d'explosion. Le principe va être basé sur la détection d'un pourcentage de LIE. Alors, qu'est-ce que c'est la LIE? La LIE, c'est la limite inférieure d'explosivité. C'est la concentration à partir de laquelle il est possible d'enflammer un gaz dans l'air. Alors, plus cette LIE est faible, et plus le gaz est dangereux, puisque évidemment, moins il faudra de gaz pour pouvoir enflammer un mélange. En dessous de cette LIE, il n'est pas possible d'enflammer le mélange. Alors, voilà ici un schéma reprenant la concentration d'une substance, ici c'est l'essence, par rapport à la concentration en air. Alors on va commencer avec, ici tout à fait à gauche, un mélange où il n'y a pas d'essence et il y a 100% d'air, pour aller graduellement jusqu'à un mélange où il y a 100% d'essence et où il y a 0% d'air. Alors, entre les deux, évidemment, on a toute une série de proportions. En dessous de la LIE, donc en dessous de la limite inférieure d'explosivité, il n'y a pas assez de substance combustible, il n'y a pas assez de gaz combustible pour permettre une inflammation. Au-dessus de la limite supérieure d'inflammabilité, là, on va se retrouver avec un mélange trop riche. Donc, on va avoir trop de gaz inflammable par rapport à l'air. Alors, donc, le domaine où il est possible d'avoir une explosion, une inflammation, ça va être uniquement entre ces deux limites, entre la limite inférieure et la limite supérieure. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir détecter quand est-ce qu'on se rapproche de cette limite inférieure. Quand nous sommes appelés dans le cadre d'une fuite, si vous avez une fuite, au droit de la fuite, vous serez forcément à un moment donné à presque uniquement ce produit. Donc, si vous avez une fuite de gaz, si vous allez au droit de la fuite, vous allez certainement vous retrouver presque à 100% de gaz. Sauf que pour arriver jusque-là, vous allez d'office passer dans ce domaine-là. Et c'est ce qu'on veut surtout éviter. On veut éviter d'arriver dans le domaine explosif. Alors, sur les explosimètres, donc qui utilisent la technologie catalytique, ce qu'on va mesurer, c'est un pourcentage de la limite inférieure d'explosivité. Donc, l'explosimètre, il va nous servir à mesurer dans cette plage de mesure-là. Ça ne nous intéresse pas d'aller au-dessus de la limite inférieure d'explosivité. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si, oui ou non, il y a un risque d'explosion. D'accord? Alors, quel est le principe? Le capteur à oxydation catalytique, autrement appelé l'explosimètre, donc qui est le détecteur, le capteur le plus répandu dans nos services, en fait, il va essayer de brûler la substance. D'accord? Donc, si c'est une substance inflammable, on y arrivera. Alors, comment ça marche? Le principe, c'est qu'on va avoir
une petite résistance que vous voyez ici, qui va être montée sur un circuit. Alors le principe, c'est qu'on va chauffer cette résistance. Le gaz qu'on veut mesurer va arriver au contact de cette résistance. Si c'est un gaz inflammable, eh bien, il va se passer une oxydation. Donc, par exemple, pour le méthane, vous connaissez la réaction. Le méthane plus de l'oxygène, ça va nous donner du CO2 et de l'eau. Eh bien, c'est ce qui va se passer au droit de cette petite résistance. Le méthane, en arrivant au contact, va s'oxyder et va donner de l'eau et du CO2. En s'oxydant, il va libérer de la chaleur, donc ça veut dire qu'il va changer la valeur de la résistance, et ce changement de résistance va faire une différence, va faire un changement dans le courant électrique qui va le traverser, et c'est ça qu'on mesure en fait. Donc ce qu'on mesure, c'est l'élévation de température de la résistance en contact avec une substance inflammable. Alors, quelles sont les limites d'utilisation de ce genre de capteur? Mais tout d'abord, il faut de l'oxygène, puisque c'est une oxydation. C'est une combustion, vous avez besoin d'oxygène. Donc s'il n'y a plus assez d'oxygène, on ne sait pas oxyder les substances, on ne sait pas faire la combustion. Donc il nous faut 15% obligatoirement. Ça veut dire que quand vous avez un détecteur, un explosimètre, vous êtes obligé, en plus de cette cellule explosimètre, d'avoir une cellule qui détecte l'oxygène. Si vous n'avez plus assez d'oxygène, la cellule explosimètre se mettra en sécurité et ne vous donnera plus de résultats. Alors, si les concentrations sont trop élevées, on n'a plus une réponse linéaire. Ça veut dire que ce n'est plus fiable. D'accord? Donc, on n'utilise pas ça au-dessus d'une LIE, on n'utilise pas ça au-dessus d'une limite inférieure d'explosivité, ça n'a pas de sens. Ce qu'on cherche, c'est de savoir s'il y a un danger d'explosion. À partir du moment où on arrive à la LIE, on est en plein dedans, donc ça n'a aucun sens d'aller plus loin. Alors, c'est un capteur qui est aussi assez sensible aux empoisonnements par différentes substances. Il faut faire attention que dans certains cas, une petite couche peut venir en fait boucher les trous d'arrivée du gaz, donc il faut faire assez attention à ça. Et il peut aussi être sensible à la poussière notamment. Alors, ce n'est pas un capteur sélectif, donc ça veut dire qu'il ne fera pas la différence entre les différents gaz inflammables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le gaz de référence du capteur, donc si on a étalonné le capteur avec un certain gaz, et que sur intervention c'est un autre gaz, ce que vous lirez, ça ne sera pas correct. Ça ne sera pas correct par rapport à ce qui se passe vraiment. Je vais vous expliquer ça en détail. Alors, si on prend ici un détecteur qui a été calibré sur l'hexane, donc ça veut dire que si on a de l'hexane, ce qu'on lit et ce qu'on a en réalité, c'est la même chose. Donc, si on suit ici, donc, si on lit que nous avons 75% de la LIE en hexane, si je suis ici la courbe de l'hexane, la courbe grise, la valeur réelle, elle est également de 75%. D'accord? Donc ici, ça veut dire que ce qu'on lit et ce qu'on a en réalité, c'est la même chose. Mais si maintenant je prends ce même détecteur, donc, qui est calibré sur l'hexane, donc qui fait comme si ce qu'il mesurait, c'était de l'hexane, et que je l'utilise dans le cadre du méthane, d'accord? Donc c'est ici la courbe orange. Ce que je lis donc de 75%, en fait, si je regarde la courbe, ici, je n'aurai plus que 30% de méthane en réalité. Donc ça veut dire qu'on doit en fait corriger la valeur en fonction du gaz auquel on a affaire. C'est ce qu'on appelle un capteur non sélectif. Ça veut dire qu'il ne sait pas vous dire ce que vous avez en face de vous. Il sait vous dire si oui ou non c'est inflammable, mais il ne vous dit pas ce que c'est. Donc là, c'est super important de pouvoir mettre un contexte. C'est-à-dire que si vous êtes appelé dans le cadre d'une fuite de gaz, dans un immeuble à appartement où il y a effectivement du gaz, etc., ok, vous pouvez éventuellement vous dire que ce que vous mesurez, par exemple, c'est du méthane. Mais si vous n'avez aucune idée de ce sur quoi vous allez, si votre détecteur vous donne un résultat, par exemple, en méthane, ça ne veut rien dire. Ce qu'il vous dit simplement, c'est que si c'était du méthane, ça serait ça. D'accord? Alors oui, mais alors on fait quoi? La plupart du temps, on essaye de calibrer les détecteurs sur quelque chose qui va aller vers la sécurité. Donc, comme vous voyez ici, si c'est calibré sur de l'hexane, mais que j'ai en fait du méthane, ma valeur réelle sera plus faible
que la valeur que je lis, donc on est dans le sens de la sécurité, mais attention, faites toujours très attention, ne faites pas de raccourcis, ne dites pas que c'est du méthane. S'il vous indique que c'est du méthane, il vous indique juste ce que ça serait si c'était du méthane. Donc voilà, faites très attention, il n'est pas sélectif dans la réponse. Alors, la technologie infrarouge, alors le principe, c'est que lui, il va détecter les hydrocarbures. Les hydrocarbures, ce sont toutes les molécules qui ont des liaisons entre le carbone et l'hydrogène, des liaisons CH, c'est ce qui est représenté ici, du carbone et de l'hydrogène. Alors, comment ça va fonctionner? La lampe infrarouge, en fait, elle va donner de l'énergie à ces molécules. Donc ces molécules vont absorber l'énergie, les liaisons vont absorber de l'énergie et ils vont vibrer. Comment est-ce qu'ils vont vibrer? De toutes sortes de manières différentes, mais cette énergie va se transformer en fait en mouvement et va être absorbée par la molécule. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on bombarde ces molécules avec un rayonnement infrarouge, puisqu'une partie du rayonnement va être absorbée par les molécules pour les faire vibrer, ça veut dire que le rayonnement résiduel sera beaucoup plus faible que le rayonnement de base. Donc ça veut dire que ici, ce qu'on va mesurer en termes de rayonnement sera plus faible que ce qu'on aura envoyé. Et c'est cette relation-là, la relation entre ce qu'on va recevoir par rapport à ce qu'on a envoyé, qu'on va transformer en signal et qui va nous dire quelle concentration d'hydrocarbures ou de CO2 on va avoir ici mesuré. Alors là aussi, ce n'est pas sélectif, ça ne va pas me dire quel type de molécule, ça va juste me dire qu'il y a des molécules de ce type-là. D'accord ? Donc là aussi, si on sait face à quoi on est envoyé, c'est important d'appliquer les facteurs de correction comme on a vu, donc de corriger la réponse. Alors, un infrarouge, il ne peut pas détecter les molécules monoatomiques ou diatomiques. Il ne peut pas, par exemple, détecter l'hydrogène, il ne peut pas détecter le chlore, etc. Alors, il nous reste une technologie classique, donc c'est la technologie à photoionisation. C'est ce qu'on appelle un PID. Alors, le PID, le but, c'est d'aller dans des concentrations plus faibles que ce qu'on a vu pour l'instant. Pour l'instant, on parlait en pourcentage de LIE. D'accord ? Ici, le but, c'est d'aller chercher des plus petites, des plus faibles concentrations. Ici, ce qu'on veut, c'est plutôt aller chercher ce qui est toxique. Donc une substance est bien souvent toxique avant d'être inflammable, elle est toxique dans des plus faibles concentrations qu'inflammable, et donc c'est ça le but, c'est d'aller au niveau toxique. Alors, le PID et tout ce qui est toxique, on va plutôt parler en termes de ppm, parties par million. Par contre, pour tout ce qui est inflammable, on va plutôt parler en pourcentage de volume. D'accord ? Donc un pourcentage de gaz, donc un pourcentage de volume en gaz dans un volume d'air. Alors, quelle est la relation entre les deux ? Pour avoir 1%, il faut 10 000 ppm. Donc, un ppm, c'est 10 000 fois plus petit que 1%. Donc, évidemment, si on a un appareil qui est calibré en pourcentage, il nous faudra 10 000 ppm, l'équivalent de 10 000 ppm, avant de pouvoir détecter quelque chose. Pour la toxicité, il y a énormément de substances qui sont toxiques à quelques dizaines, voire quelques centaines de ppm. Donc ça veut dire qu'on sera toujours beaucoup trop haut pour pouvoir détecter quelque chose de toxique. Alors, il peut être sous forme d'un appareil qui est uniquement dédié à ça. C'est le cas, par exemple, de ce genre d'appareil. D'accord ? Donc ça, c'est uniquement un PID. Mais on peut aussi se retrouver avec un capteur PID dans d'autres appareils. On pourrait par exemple le retrouver dans un XAM7000, on peut aussi le retrouver dans un multi-raé, etc. Alors, quelle est la différence ? Les appareils qui ne font que PID sont bien souvent beaucoup plus sensibles, beaucoup plus efficaces, on va dire. Alors, ici, comment ça se passe ? Le gaz va entrer dans l'appareil, il va passer devant une lampe UV. Cette lampe UV, elle va en fait lui apporter de l'énergie, un peu comme pour l'infrarouge, mais ici, la différence, c'est que ça va l'ioniser. Alors, l'ioniser, c'est quoi ? Ça veut dire qu'on va arracher ou lui amener des électrons. En gros, on va le rendre, on va lui donner une polarité, on va lui amener un électron ou lui en retirer un. En gros, on va le transformer en ion. Alors, une fois qu'il sera chargé, une fois qu'il est ionisé, ça veut dire qu'il va présenter une charge comme un aimant, soit une charge positive, soit une charge négative. Ces charges, elles vont être attirées par des plaques chargées, soit négativement ou positivement, vraiment le principe de l'aimant, sauf que
si vous faites passer des charges comme ça, ben, ça va créer un courant. Et c'est ce courant-là qu'on va mesurer et qu'on va traduire en fait en ppm. Alors, donc, il s'agit donc d'une lampe qui amène de l'énergie, mais il faut que l'énergie que la lampe apporte, évidemment, soit suffisante que pour pouvoir ioniser les molécules. Et chaque molécule a un potentiel d'ionisation différent. Alors, on voit ici, par exemple, donc ici, ce sont le potentiel d'ionisation. Ben, ici, par exemple, il faut 8,4 électronvolts pour le styrène, il faut 9,4 pour le benzène, en augmentant comme ça. Et par exemple, pour le monoxyde de carbone, il faut 14 électronvolts pour réussir à l'ioniser. Les lampes qui sont disponibles sur le marché, ce sont des lampes de 9,8 électronvolts, 10,6 électronvolts et 11,7 électronvolts. Donc le monoxyde de carbone, qui est à 14, ben, vous voyez bien que ça ne sera jamais possible de l'ioniser, en tout cas avec les lampes disponibles pour le moment. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce type de détecteur, par exemple, ne détecte pas le monoxyde de carbone. Alors, la plupart, donc la lampe la plus répandue, c'est celle de 10,6. Celle de 11,7 est beaucoup plus coûteuse, demande beaucoup plus d'entretien. On n'en a pas beaucoup dans nos services, c'est plutôt à la protection civile. Alors, pour votre information, le potentiel d'ionisation du méthane, c'est 12,6. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec nos appareils qui ont une lampe de 10,6, on ne peut pas ioniser le méthane, donc on ne peut pas détecter le méthane. Donc faites attention, ces appareils, les PID, ne vous permettent pas, sur une fuite de gaz, de pouvoir vous aider à déterminer s'il y a bien une fuite ou pas. Donc on a le méthane qui n'est pas mesurable, on en a toute une série d'autres. Là aussi, il n'est pas sélectif au niveau de la réponse. Donc ça veut dire qu'il détecte tout en même temps et il ne vous dit pas si c'est telle substance ou telle substance qu'il détecte. Alors attention là aussi au mélange. Si vous avez des mélanges, c'est très difficile d'appliquer des facteurs de correction. Alors, si on lit plusieurs milliers de ppm, là on risque d'avoir des erreurs par rapport à la réalité. Pourquoi? Parce que si on lit plusieurs milliers de ppm, ça veut dire qu'on a énormément de molécules qui arrivent dans l'appareil et la lampe n'a pas le temps de tout ioniser. Donc ça veut dire que ce qu'on reçoit comme information est sûrement, sous-estime la situation. Donc là, faites très attention, c'est un appareil qui ne sert pas à détecter des milliers de ppm. Alors, les trois capteurs que nous venons de voir, donc l'explosimètre, l'infrarouge et le PID, ne sont pas capables de différencier des substances. Donc, ils vont mettre toute une famille de produits, donc par exemple tous les produits inflammables pour l'explosimètre, ils vont tous les mettre dans la même catégorie, ils vont tous les détecter sans faire de distinction. Alors, c'est important d'utiliser donc des facteurs de correction, comme on a vu. Faites attention aux mélanges. Si vous avez affaire à des mélanges, ou si vous ne savez pas à quoi vous avez affaire, ça veut dire que l'appareil vous donne une information. Il vous dit par exemple que vous êtes en présence de quelque chose d'inflammable, mais il ne vous dira pas quoi. Donc c'est vraiment une information à prendre avec des pincettes, c'est une information utile, mais ne vous fiez pas à 100% à ce genre d'information. Ça sera plus une qualitative, donc est-ce que oui ou non il y a un danger, mais pour pouvoir quantifier le danger, il vous faudra certainement d'autres appareils plus précis. Alors la technologie électrochimique, là c'est le principe d'une pile en fait. Pour faire très simplement, en fait la molécule va se séparer en plusieurs morceaux au contact d'une électrode. En se séparant en plusieurs morceaux, là aussi, on va créer un courant et ça va mesurer ce courant. L'électrode et la substance sont normalement, ici ça va être sélectif, c'est-à-dire que l'électrode va réagir avec une substance en particulier. En tout cas, c'est ça qu'on veut faire avec l'électrochimique. Alors, dans les cellules électrochimiques, ce qu'on va retrouver par exemple, et qui est très répandu chez nous, c'est le détecteur de CO. Alors, pour rappel, le CO, jusqu'à 25 ppm, c'est la valeur autorisée sur 8 heures pour les gens qui travaillent, donc pour les travailleurs. À partir de 400 ppm, on va déjà avoir des maux de tête après 1 heure ou 2. À partir de 800 ppm, on va déjà avoir des morts après 2 heures à respirer ce type de concentration. Alors,
à partir de quand, à partir de quelle concentration est-ce qu'on peut autoriser les gens à regagner leur appartement, par exemple après un incendie? Typiquement, vous avez eu un incendie dans un logement, la cage d'escalier, vous avez du CO, vous avez fait ventiler. À partir de quand est-ce qu'on peut laisser les gens regagner leur appartement? À partir en dessous de 10 ppm. À partir en dessous de 10 ppm, on autorise à regagner les appartements. Ça ne dispense pas de laisser par exemple les fenêtres ouvertes, etc. D'accord ? Alors faites très attention, le monoxyde de carbone et l'acide cyanhydrique qu'on va retrouver dans la majorité des incendies, puisque c'est un produit de combustion de beaucoup de matières plastiques, eh bien, ils se renforcent l'un l'autre. Donc ça veut dire que si vous prenez les effets sur la santé de l'un et les effets sur la santé de l'autre et que vous les additionnez, ça sera en dessous en fait, des effets des deux ensemble. D'accord ? Donc ils vont avoir tendance à encore plus empirer la situation quand ils sont les deux ensemble. Alors, dans les cellules électrochimiques, on va aussi retrouver la cellule oxygène. Donc comme on l'a vu, celle-là, elle est indispensable pour la cellule catalytique, pour l'explosimètre. En dessous, si on n'a pas assez d'oxygène, si on n'arrive pas à détecter l'oxygène, ça veut dire qu'on n'est pas sûr qu'on sache faire une combustion. Donc en dessous de 15%, on ne peut plus se fier à l'explosimètre. Là aussi, faites attention, en dessous de 17%, on commence déjà à avoir des symptômes par manque d'oxygène, d'accord ? Et en dessous de 6%, là c'est immédiat, perte de connaissance. Voilà. Alors, il y a le manque d'oxygène, mais il y a aussi le surplus d'oxygène. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on a, qu'est-ce qui va se passer si on a un excès d'oxygène? Alors, qu'est-ce qu'on appelle un excès d'oxygène à partir de 23%? Là, l'inflammabilité des matériaux elle est augmentée. Donc, des choses qui ne brûlaient pas normalement, ou en tout cas, qui brûlent, qui sont combustibles mais pas inflammables, peuvent tout d'un coup se retrouver beaucoup plus inflammables. Alors, on va retrouver ça notamment dans l'oxygène médical. D'accord, donc ce que vous avez dans les ambulances. Alors c'est pour ça qu'on vous dit, par exemple dans le cadre d'une désincarcération, ceux qui s'occupent de la désincarcération ne peuvent pas toucher aux bonbonnes d'oxygène. Pourquoi? Par exemple, si vous avez de la graisse sur vos mains et que vous mettez cette graisse qui est combustible, d'accord, en contact avec de l'oxygène, vous risquez de créer une inflammation de cette graisse. Donc faites très attention à ça. On va aussi retrouver de l'oxygène, par exemple, pour tout ce qui est soudure, etc. C'est ça le principe, c'est qu'on va augmenter l'inflammabilité avec de l'oxygène couplé à l'acétylène. Donc faites attention à l'excès d'oxygène, ça peut aussi être très problématique. Alors, en ce qui concerne le manque d'oxygène, faites attention quand vous rentrez dans des espaces fermés où vous voyez de la rouille. La rouille, c'est un principe d'oxydation par les bactéries. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'oxygène qui a été consommé pour pouvoir créer cette rouille. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous risquez de vous retrouver avec un manque d'oxygène. Pareil, soyez très vigilants quand vous arrivez dans une pièce où il y a une installation d'extinction automatique. Même si le produit utilisé n'est pas dangereux, n'est pas toxique, évidemment, pour que ça puisse fonctionner, il faut que ça prenne la place de l'oxygène. Donc là aussi, vous risquez l'asphyxie. Alors, comme on a vu, l'électrochimique, le but, c'est que ça soit réactif à une seule substance et donc que ça soit sélectif. Ce n'est pas aussi simple que ça, c'est-à-dire qu'on peut avoir des sensibilités transversales. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des détecteurs qui vont détecter d'autres substances que ce pour quoi ils ont été conçus. Donc il faut être très vigilant par rapport à ça. Vous pouvez avoir un détecteur qui va détecter autre chose que ce pour quoi il a été prévu. Alors, les principaux capteurs électrochimiques, donc, on a vu, c'est l'oxygène, le CO qu'on va retrouver chez nous. On va retrouver aussi le capteur de dioxyde de soufre. Donc là, c'est quelque chose qui est libéré naturellement par les volcans et il va aussi être libéré par de nombreux procédés industriels. On va le retrouver dans pas mal de nos appareils. Il va être utilisé comme désinfectant, comme conservateur de produits alimentaires, etc. C'est évidemment un produit toxique. On va ensuite retrouver le sulfure d'hydrogène. Donc ça, il va être issu de la dégradation de protéines. Donc attention dans les fosses septiques, dans les fosses à purin, ce genre de choses. Il est issu de décomposition bactérienne, etc. Et on va aussi retrouver souvent des détecteurs d'ammoniac. Là, il va être utilisé dans les grandes entreprises alimentaires comme fluides frigorifiques. Il va aussi entrer dans la composition d'engrais, d'explosifs, etc. Donc en fonction des risques sur votre territoire, sur votre domaine, en fonction si on est plutôt rural, si on est plutôt dans un secteur d'activité industrielle, etc., on va plutôt mettre tel ou tel
capteurs électrochimiques sur nos appareils. Alors, on va aussi retrouver les capteurs de chlore dans certains services, notamment pour tout ce qui est alerte dans les piscines. Donc voilà, ça peut être utile, tout dépend vraiment de l'analyse des risques dans votre zone. Alors, un petit récapitulatif pour mettre vos idées au clair. Donc, pour tout ce qui concerne les risques d'explosion, on va utiliser principalement donc, le capteur catalytique et le capteur infrarouge. Alors, quelle est la différence entre les deux? Le capteur catalytique va être moins cher, d'accord? Donc, c'est pour ça que c'est celui-là qu'on va retrouver le plus. Le capteur infrarouge est un peu plus fiable, un peu plus robuste, mais il va coûter plus cher. Donc, souvent, on met par défaut le capteur catalytique, parfois on va rajouter un infrarouge avec. Alors, pour ce qui est du manque ou d'excès d'oxygène, là, il n'y a qu'un seul type de détecteur, c'est le capteur électrochimique de l'oxygène. Et pour la toxicité, soit on va utiliser des capteurs électrochimiques spécifiques, comme pour le sulfure d'hydrogène, pour le chlore, pour le monoxyde de carbone, ou alors on va utiliser un PID, donc un détecteur à photoionisation, qui là va nous détecter donc, toute une série de toxiques dans des faibles concentrations. Donc voici un petit récapitulatif. L'électrochimique, c'est utilisé pour détecter les gaz toxiques, c'est spécifique théoriquement à un produit. Le PID, il est utilisé pour détecter de nombreux composés organiques volatiles. Typiquement, quand vous êtes appelé pour odeur suspecte quelque part, c'est celui-là qu'on va utiliser. L'infrarouge, il va être utilisé pour détecter les hydrocarbures et le dioxyde de carbone. Et alors, le catalytique, celui-là, il va être utilisé pour détecter tout ce qui est gaz et vapeur inflammables. Ça, c'est le plus courant. Alors, par exemple, un appareil qu'on retrouve dans beaucoup de nos autopompes, c'est le XAM 2500. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme cellule? On va d'office retrouver une cellule catalytique et après, on a le choix pour mettre 3 cellules électrochimiques qu'on doit choisir dans une liste de cellules. Alors, par défaut, celui qui est acheté par le ministère, c'est donc un explosimètre, donc c'est ce que le CH4 méthane ici veut dire, une cellule électrochimique qui détecte l'oxygène, le CO et le sulfure d'hydrogène. Alors, on a aussi les détecteurs de fuite. Alors, les détecteurs de fuite, c'est encore une autre technologie. C'est un matériau semi-conducteur qui est porté à haute température et en fait, le gaz qui va rentrer dans la cellule va changer sa conductibilité, ça va nous donner un signal et c'est ça qui va être mesuré. Je ne vais pas rentrer en profondeur là-dedans, mais l'objectif du détecteur de fuite, comme son nom l'indique, c'est de détecter une fuite, ce n'est pas de mesurer des grosses concentrations. Alors, vous verrez que le détecteur de fuite, les valeurs sont données en ppm et en pourcentage de limite inférieure d'explosivité. Donc, l'objectif, c'est vraiment de déterminer si les petites fuites et pas les grosses concentrations. Alors, l'objectif principal, c'est le gaz naturel, donc dans le cadre de nos interventions, mais ce genre d'appareil peut aussi détecter toutes sortes d'autres produits, toute une série de solvants industriels, des alcools, l'acétone, l'hydrogène, le butane, le propane, etc. Alors, comment est-ce qu'on l'utilise? Eh bien, en fait, c'est assez simple. Donc, vous avez ici une petite molette sur le côté de l'appareil. Le but, c'est de régler la molette jusqu'à entendre un tic, tic, tic régulier, que vous puissiez faire la différence entre les tics. Une fois que vous avez réglé sur cette cadence-là, le principe, c'est de vous balader jusqu'à ce que le détecteur détecte quelque chose. À partir du moment où il va détecter quelque chose, le son, la cadence va s'accélérer. Donc, ça va faire tic, 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 tic. Une fois que vous êtes dans cette situation-là, le principe, c'est de rediminuer la molette pour retomber à un tic, 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 et ainsi pouvoir affiner votre recherche. Alors, c'est un appareil qui est très sensible à l'humidité. Ça veut dire que si vous envisagez de faire un test avec de l'eau savonneuse, utilisez d'abord le détecteur et puis après faites votre test à l'eau savonneuse. Sinon, si vous voulez après utiliser votre détecteur, vous allez avoir des problèmes. Merci pour votre attention.